Bonjour à toi, cher spectateur, et aujourd'hui parlons d'un gros projet qui date quand même d'il y a un bon petit paquet d'années, qui trottait dans la tête d'un certain James Cameron et qui se nomme Alita Battle Angel et qui est réalisé non pas par James Cameron mais par Robert Rodriguez. L'histoire, nous sommes en 2563 précisément, euh, 300 ans après l'effondrement qui a vu une guerre ravager l'humanité et l'a laissé quasiment en lambeaux, et nous allons suivre le docteur Rideau qui, alors qu'il est en train de fouiller dans une décharge, à la recherche de pièces pour réparer les humanoïdes qui l'entourent dans la petite ville où il se trouve, Iron City, il va tomber sur ce qui semble être l'épave d'une jeune fille qui n'est pas n'importe quel androïde. Et je ne dirai rien de plus. Et je vous laisserai tous découvrir dans la salle de cinéma. Et pour en parler avec moi, il était là il y a une semaine. Il revient pour parler de quasiment l'opposé en termes cinématographiques de la favorite. Olivier, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va et toi? Bah écoute, on a vu, ouais, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'opposé complet de ce que de ce qu'on est allé voir la semaine dernière. Mhm. Là, on est on est dans radicalement à l'inverse. Bon, oui, si, oui. Oui, si, oui, oui. Alita, ou Gunmi en version japonaise, est donc un manga que James Cameron idolâtre depuis maintenant un bon petit paquet d'années. Si je ne me plante pas, ça fait quasiment 20 ans qu'il a en tête d'adapter le manga. Il a voulu le faire à plusieurs reprises, notamment à l'époque d'Avatar, où il voulait un petit peu laisser Avatar de côté et justement se concentrer là-dessus. Ça a été très compliqué, visiblement, ça a été un bordel monstre et il préférait se concentrer sur les suites d'Avatar. Et il a préféré confier les commandes à Robert Rodriguez. Il faut savoir que quand même, ce monstre-là est très compliqué à adapter. Parce qu'il y a beaucoup de volume, et au-delà de ça, l'univers là-dedans est très dense. Et à partir de ce moment-là, James Cameron, il s'est dit, je vais me concentrer sur l'écriture et je vais laisser les commandes à un graphiste, et pourquoi pas les confier à quelqu'un qui a déjà fait une adaptation, non pas d'un manga, mais d'une bande dessinée, et qui l'a fait de manière quasi littérale, donc ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Le tout, voilà, mélangé, avec une date de sortie à de nombreuses reprises décalées, puisque le film devait à la base sortir durant l'été 2018, il a été décalé en décembre 2018 pour finalement sortir en février 2019, donc presque la Fox a envie d'enterrer le film, ce que je trouve être un petit peu ridicule parce que c'est pas du tout la bonne période pour sortir un film. Bref, c'est un contexte très dense comme vous pouvez le voir à la sortie de Alita Battle Angel. C'est à partir de ce moment-là que je me tourne vers toi Olivier et que je te demande ce que tu en as pensé de ce sacré blockbuster. Bien, j'étais assez surpris parce que, enfin, je dirais pas que je m'attendais à rien, mais disons que j'avais pas la connaissance, énormément de connaissances autour du personnage d'Elita. Mais du coup, bah, j'ai été agréablement surpris, j'ai beaucoup aimé, ouais. Moi j'aime beaucoup. Non, moi j'attendais pas ce film vraiment comme le Messie, je m'attendais à un bon film, honnêtement. Je me suis dit ça peut pas être mauvais. Parce que moi je suis très fan du cinéma de Robert Rodriguez et James Cameron et Laeta Kalogridis à l'écriture. Ça pouvait que donner quelque chose d'intéressant. Le seul souci c'est que les nombreux reports de la Fox ajoutés à beaucoup de premiers retours qui annonçaient simplement un film sympathique mais sans plus, c'est tout ça en fait qui me faisait un petit peu peur dans le sens où je me disais pas forcément que ça allait être mauvais. Donc je me suis dit, trop d'éléments comme ça en appréhension peuvent faire en sorte qu'une fois dans la salle, on se dise on va rentrer dans le moule et dire bah c'est pas très bon ou Bah, honnêtement, moi, avant d'aller voir le film, je m'attendais pas enfin, je m'attendais à quelque chose de moyen, en vrai. hmm. Je m'attendais à quelque chose de très cliché et puis pas ouvert à tout le monde, quoi. Mais du coup, non, plutôt un bon retour sur jugement. Oui, Mm. ouais, mais je le trouve beaucoup trop bien. Au-delà de l'aspect vraiment purement graphique, où on sent que Robert Rodriguez a encore une fois cette idée de vouloir vraiment rendre hommage au travail du dessin qui est fait par l'auteur, pas en faisant comme avec Sin City ou avec Frank Miller, il avait vraiment adapter chaque image en version cinéma, là c'est plus vraiment un vrai travail d'adaptation. C'est vraiment, il s'approprie entre guillemets le matériel et il choisit de le retranscrire et de lui donner vraiment une forme cinématographique. Et il y a plein de petites choses comme ça et je trouve que, notamment en termes d'écriture, c'est un film qui est purement cameronien. C'est une manière de concevoir les personnages, une manière de jouer avec les éléments. C'est très, je dirais pas que c'est dans le sens mauvais que je vais dire ça, mais c'est très années 90. C'est-à-dire c'est très
vieille école, mais vieille école bonne, dans le sens où on n'a pas peur de contextualiser un univers, de montrer des éléments, de placer des personnages, de leur donner une densité dramatique, pour qu'ensuite, lorsqu'ils aient un cheminement, ils aient un vrai impact sur nous. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement peur, entre guillemets, de placer un premier film où certains personnages soit vont mourir, soit vont avoir une... On va dire une quête qui va leur être plus grande. Enfin, il y a plein de films qui sont cités comme exemple dernièrement qui sont vraiment dans cet esprit-là, dans le sens où on a vraiment cette impression que c'est genre c'est un film qui se limite à ce qu'il est, c'est-à-dire juste un prototype, et s'il marche, il donnera lieu à d'autres choses. Pour moi, par exemple, un film qu'on a tendance à peu citer, Warcraft, le film qui était sorti de Duncan Jones il y a quelques années, était un film des années 90. Parce que c'était un film qui plaçait un univers, qui plaçait des éléments, et qui à la fin ouvrait une énorme porte à des suites, et encore, et encore, et encore. Et on est dans le même principe avec Alita Battle Angel, on est dans cette idée qu'il y a une base, et ensuite, il va pouvoir y avoir plein de choses qui vont être construites autour. Et moi, je trouve ça très intéressant en termes de cinéma. On voit plus ça aussi souvent qu'on voudrait le voir. J'ai cette impression. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que c'est une manière très particulière de concevoir le cinéma, je trouve, de se dire que on va pas se limiter à un seul film et de tout de suite voir ce qu'il va y avoir par la Ah, suite. là, clairement, non. Là, là, dans ce film-là, tu ne peux pas te contenter de ce film-là. Si tu vas le voir, tu t'attends forcément à quelque chose après. C'est pas possible. Est-ce que c'est sa grande réussite ou son plus grand défaut? Là est la réelle question, parce que honnêtement, j'ai peur que si le film se casse la figure, nous ne voyons jamais la suite des aventures Ouais. de Alita. C'est ça qui serait horrible, quoi. Parce que, Mais à on la voit fin, trop on souvent attend ça aujourd'hui. tellement que... On voit trop Ouais. souvent ça aujourd'hui. Regarde Mortal Engines qui dernièrement vient de sortir. On n'aura jamais la suite alors que potentiellement ça pouvait donner un univers intéressant. Warcraft, pareil. Projet quasiment mort-né parce que il a foiré aux États-Unis, mais il a fait un carton en Chine. Mais ça suffit pas à faire des retours sur recette. C'est une recette qui est particulière et qui, je pense, dans la tête de beaucoup de personnes, fait son temps, malheureusement. Aujourd'hui, la recette est plutôt à Marvel dans le sens où il faut placer un film qui sera ouvert et qui ensuite permettra d'aligner d'autres films à la suite. Mm. C'est méchant ce que je viens de dire. Bah, puis c'est assez horrible en fait, ça, parce que de se dire qu'un film que tu fais pour qu'il ait une suite se retrouve enterré avant même que tu aies l'idée de pouvoir poursuivre, Ouais. c'est un peu dramatique, quoi. Ça fait mal, Mm. ça fait très très mal. Bref, passons à des choses plus positives. Donc l'écriture, donc c'est écrit par James Cameron et Laeta Kalogridis, c'est donc adapté du bouquin de Yukito Kichiro. Il faut savoir que à la base, donc, Laeta Kalogridis, c'est une scénariste qui a fait du très bon comme du très mauvais. Très bon, Shutter Island. Très mauvais, Terminator Genesis. Même si je pense que tout n'est pas à, malheureusement, remettre sur son dos. Mais c'est une scénariste qui est très intéressante et qui a beaucoup bossé avec Cameron, justement, donc, sur Alita Battle Angel. Ça fait quand même vraiment... Cameron a eu l'idée dans les années 90, et avec elle, je crois, sans blaguer, que ça fait quasiment 10 ans qu'ils bossent sur le scénar, qu'ils Mm. peaufinent le truc et qu'ils essayent de le rendre vraiment puissant et vraiment fort. Et moi, je trouve que ce scénario, pour moi, je le disais un petit peu en préambule, mais pour moi, c'est vraiment du cinéma à l'état pur qui veut plonger le spectateur à bras-le-corps dans une histoire qui va être universelle et créer un univers tout autour qui semble cohérent et qu'on ait plaisir à découvrir. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile aujourd'hui. Enfin, si on regarde les films qui font ça, qui créent des univers, il y en a très peu qui prennent des risques dans la création de l'univers. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment créer des éléments où on va se poser plein de questions et où on sait qu'on n'aura pas les réponses tout de suite. Et c'est pas forcément si évident que ça. Enfin, je prends deux exemples qui viennent aussi de chez Marvel, mais pour moi c'est assez synthétique de ça. Les Gardiens de la Galaxie et Black Panther. Black Panther est pour moi un film qui arrive à plutôt bien contextualiser un univers où on va pas tout comprendre tout de suite. Et les Gardiens de la Galaxie n'osent pas trop prendre ce risque et du coup se raccrochent à beaucoup de choses qui sont humaines, entre guillemets, très terre à terre. Dans le sens où on va être capable d'identifier des éléments et de se dire ah bah ça fait référence à tel truc qu'on a chez nous, ça fait référence à tel truc qu'on a chez nous. Là, dans Alita, James Cameron et Laeta Kalogridis passent leur temps à contextualiser des choses et ne pas tout de suite amener la réponse. Comme si ça n'était pas essentiel. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant comme vision. Bah, c'est vrai que c'est un monde totalement parallèle. Puis il n'y a pas grand-chose auquel on peut se rattacher. Enfin, tout est modifié, même les humains sont modifiés. Il y a pas, les humains sont plus vraiment des humains d'ailleurs. Hmm. Donc c'est
c'est Pour le, dense. oui, pour le coup, c'est dense. C'est dense et c'est vraiment fort parce que moi je trouve, bah, tu appuies en plus le fait que les humains soient modifiés, c'est une très belle parabole entre guillemets parce que c'est vrai que on a tendance aujourd'hui à avoir beaucoup d'avancées technologiques et le fait d'avoir ce saut vraiment évident, clair, qui débarque dès le logo d'introduction du film où en gros on est au 26e siècle, ce qui nous fait faire un saut entre guillemets de 500 ans dans le temps, ça crée une distance qui est forte parce que la plupart des films dernièrement qui justement essayent d'aller dans le futur, ils vont pas si loin que ça dans le futur. Ouais, Si c'est on vrai regarde. que là, c'est. Là, c'est un Là, gros ça va saut. très très loin. Là, c'est un gros saut. Et du coup, ça fait que tu crées tout de suite une distance et ton spectateur, il est tout de suite en train de se dire ok, c'est pas relié à mon monde, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mm. C'est plutôt une démarche intéressante, je trouve. Et du coup, ça amène vraiment des paraboles qui sont vastes autour de ça. Bon, évidemment, il y a encore cette idée de il y a les riches en haut et les pauvres en bas. Ça, c'est des métaphores qui sont un petit peu évidentes, mais voilà, faut encore le remettre dans ce contexte qu'à l'époque de la création du manga, c'était tout de même assez neuf, la manière avec laquelle c'était construit en tout cas, que le choix de Cameron de l'adapter ainsi, c'est à la fois une preuve de respect et en même temps une envie de vouloir un petit peu coller avec les thématiques qu'on aborde aujourd'hui. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, et là-dessus je vais te lancer, c'est qu'il y a un vrai travail de construction des personnages. À aucun moment, Cameron, il se contente simplement de jeter des personnages dans la fosse, entre guillemets, il aime bien s'amuser à les placer et à en faire des archétypes, mais à les modifier. Par exemple, les méchants. Et Oui. là-dessus, c'est un point qui est assez drôle. Comment ça? Bah, dans le sens où les méchants, comme tu disais, ils sont dans l'excès, mais c'est jamais un excès d'écriture qui semble faux, entre guillemets. C'est toujours un excès qui est dans une logique d'appuyer. Je ne saurais pas comment dire précisément, mais tu le disais bien en fait, cette idée de que on sent qu'ils sont grossiers, on sent qu'ils sont clichés, mais pour autant on les trouve forts. Bah, après, ouais, enfin. Je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que pour moi, les méchants m'ont vraiment rappelé les méchants de série B que je regardais sur M6 quand j'étais petit. Je trouve qu'ils sont très clichés. Ça me fait penser à, tu vois, à Stargate ou à des trucs comme ça, tu vois. Et franchement, les méchants, ils sont vilains, hein. Dans le design, ça fait vraiment des trucs presque grotesques en fait Hmm. dans leur puis ils sont très lourds, ils ont des discours qui sont un peu Ah bah des clichés discours de aussi. méchants, des vrais Et discours de du méchants. coup, c'est tellement que moi je les aime bien en fait. Mais ouais. Ouais. Mais en plus c'est quelque chose de très fort parce que on les aime bien. Alors que c'est des méchants. Et moi c'est ce que je trouvais très fort dans l'écriture de Kalogridis et de Cameron, c'est que il y a ce même contrepoids chez les gentils. C'est-à-dire qu'il y a Mhm. vraiment des attachements qui sont très profonds. Moi, je trouve que dès les premières minutes, Alita, on a une vraie empathie pour elle. Parce qu'elle redécouvre ce monde, un petit peu comme nous d'ailleurs. Mhm. C'est un choix qui est très Oui, on intéressant. le découvre vraiment en même temps qu'elle. T'as tout le parcours initiatique où il l'emmène dans la rue et du coup elle va tout découvrir en même temps que nous. C'est sympa, ouais. Ouais. Et Mais après, il y a un point que toi, tu n'aimes pas trop. Et là-dessus, je vais peut-être te lancer, c'est que il y a un love interest dans le film. Et... alors, oui. Alors, il y a du coup Alita qui va tomber amoureuse dans ce film. The Et, Boy You Go. voilà. Et, mais c'est. Enfin, à la fois, je dis pas que je l'aime pas du tout. Et je trouve qu'il y a un peu trop. Mais je trouve que c'est assez récurrent aussi dans les films de Cameron. Tu Oui, vois. c'est vrai que dans les films de Cameron, bah, il y a toujours des love interests. De toute façon, Ouais. c'est toujours... Ah, sauf peut-être au centre d'Abyss. Maintenant que je me fais réflexion, au centre d'Abyss, ils sont déjà tous mariés quasiment, ou ils ont tous des Non, non, attachements. mais je te dis pas que Mais c'est c'est dans vrai tous que les ouais. films de Non, non, Cameron. mais c'est vrai que Mais ça a toujours été quelque chose d'essentiel bah, c'est surtout tout le temps au centre de l'histoire, je Hmm. trouve. Bah, et puis là encore une fois, ce qu'il aime bien construire et ça l'amuse vraiment, je pense Cameron, c'est de montrer des personnages qui n'ont rien à faire ensemble et de les faire tomber amoureux quand même, comme si c'était une espèce de connexion essentielle pour réhabiliter entre guillemets soit le destin d'un personnage, soit le fait que peu importe d'où on vient, on est toujours liés les uns aux autres. C'est Bah, c'est vrai que pour le coup, bah, un peu comme ça avait été le cas dans Avatar, avec un humain qui tombe amoureux
d'une alien, je sais plus comment il s'appelle, Oui, une d'une Navi, Navi, ou dans voilà. Terminator, où c'est un mec du futur qui tombe amoureux d'une meuf du présent. C'est ça, et là Ou maintenant, Titanic, c'est une riche qui tombe voilà. amoureux. Voilà, Et là, une cyborg qui tombe amoureux d'un humain, et un humain qui tombe amoureux d'une cyborg aussi. Oui, oui. Mais, Parce que l'amour est à deux sens, pas un seul. non, mais là, pour le coup, c'était intéressant quand même, parce que on a souvent en plus l'habitude dans les films de voir les cyborgs, enfin les androïdes, les robots, comme étant très mal vus en fait par les humains. Bah, déshumanisé presque, en fait. Déshumanisés et étant considérés comme voilà et bon, on a souvent dans les films en général la vue de la relation impossible justement entre hommes et Les cyborgs, machines, ouais. où les machines servent les humains mais ne sont pas leur égal. Et du Exactement. coup toujours aussi le problème d'intelligence artificielle avec les sentiments, tout ça. Alors là il n'y a aucune question de ça, c'est vraiment Bah, c'est parce que, comme parce que tout le monde est un petit peu retouché oui, au final. ouais, Il y a ouais. aussi cette idée-là que maintenant, enfin, c'est d'ailleurs très intéressant comme démarche de montrer que finalement, entre la machine et l'homme, il y a plus de barrière. La seule barrière qu'il a, c'est à quel niveau tu t'es fait faire Bah, physiquement. à tel point que c'est même pas abordé dans le film. Enfin, à aucun moment t'as ce questionnement-là. C'est vraiment tout naturellement, on est mis là-dedans, quoi. Il y a simplement une question de à quel moment est-ce que tu te considères plus comme une machine ou plus comme un être humain. C'est la seule question qui est posée tout au long du film et qui à un moment vaut le coup d'une Ouais. belle réplique qui pour moi je trouvais très forte. C'est que malgré le fait qu'Alita soit une cyborg, on lui sort qu'elle est la personne la plus humaine qu'elle ait vue. Et d'ailleurs, il y a tout plein de thématiques autour de ça, autour du fait que le fait qu'elle aide les autres, c'est ça qui la rend humaine dans un monde où justement personne ne s'entraîne. Oui. C'est quelque chose qui est cliché, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est des thématiques qui résonnent vraiment comme étant ancrées dans l'actualité. Cette idée que ça n'est pas parce que on pense avant tout à soi, donc à ces implants entre guillemets de cyborg, qu'on peut pas s'ouvrir vers les autres. Thématique un peu. C'est très beau. Mais voilà, c'est plutôt beau. Et du coup, pour en revenir à l'histoire d'amour, c'est une très belle histoire d'amour, mais pour moi, il y en a un peu trop, quoi. Voilà. Là, on en bouffe quand même pendant tout le long du film. Et enfin, ouais, encore une chose que je trouve récurrent chez Cameron. À chaque fois, je trouve que ça bouffe le film, en fait. Il y en a trop. Et du coup, j'étais un petit peu déçu là-dessus, mais... Ça n'enlève rien à sa saveur, Voilà. dirons-nous. À sa Oui, saveur. oui. Parce qu'il y a des choses à côté qui sont très très bonnes, mais du coup, voilà, il y a beaucoup de bastons, et moi je suis fou pendant les bastons, mais et à côté de ça, quand il y a une scène de love, bon, c'est bien beau, mais c'est un On peu a envie long. d'y retourner. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, tu m'ouvres une porte parfaite pour parler de la mise en scène, parce que, étant fan de Robert Rodriguez, moi j'attendais vraiment ce qu'il allait faire du film, avec crainte et en même temps avec assurance, parce que, hormis quelques petites erreurs, genre Spy Kids 4, il a rarement fait des mauvais films d'action. Et là, pour le coup, je te lance là-dessus tout de suite, après je parlerai, la mise en scène des scènes d'action est vraiment impressionnante. Les scènes d'action sont vraiment cool, parce qu'on est vraiment dedans, mais enfin, moi comme je te disais tout à l'heure, quand enfin, il y a des moments de baston du coup où j'avais les bras qui bougeaient tout seuls, tu vois. J'avais mes jambes qui étaient en train de bouger en mode en train de vouloir frapper en même temps avec le personnage, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fou, et puis bah, les designs sont tellement beaux que tu t'y croirais, quoi, donc c'est super. Et puis c'est bien fait en plus, enfin, il y a des très bonnes chorégraphies et tout, donc c'est vraiment cool. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un regain d'énergie de la part de Robert Rodriguez, parce que je pense qu'il avait un petit peu perdu de sa superbe en voulant trop s'ancrer dans le surréalisme, entre guillemets, des Machete, par exemple, qui était dans l'abus complet. Hein. Je veux dire, quand Machete, il se sert de bistouri pour ouvrir les tripes d'un mec et se servir de son estomac, de son intestin pour aller à l'étage d'en dessous dans un hôpital, c'est too much. Et là, le fait qu'il revienne à quelque chose, je dirais pas de plus crédible, parce que c'est compliqué de parler de crédibilité dans un film qui se passe 500 ans par rapport à notre époque, mais dans la manière avec laquelle il construit ses scènes d'action, comme tu dis, au-delà du côté classe, au-delà du côté fort, c'est puissant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dedans, comme tu dis, enfin, comme tu me disais, moi ça m'a beaucoup fait rire, t'avais les pieds qui bougeaient en même temps que les scènes d'action. C'est quand même représentatif du fait que le mec a réussi à capter comment mettre en scène le mouvement.
Et c'est quelque chose qui, je pense, est devenu compliqué aujourd'hui dans le cinéma d'action, de savoir comment bien le mettre en scène, le mouvement. Bah honnêtement, ouais, il n'y a pas énormément de films où j'ai ressenti la même chose. Hmm. Ouais, je dis pas que j'ai jamais ressenti, ça m'arrive aussi souvent, hein, mais c'est signe en tout cas que c'est réussi, quoi. Ouais. Mm. Non, non, mais ouais, il y a une vraie dynamique, moi, que je trouve très intéressante dans le film, c'est le sens où, même quand ça se pose, quand le film est beaucoup plus smooth, il a tendance à être plus délicat, à jouer avec des scènes beaucoup plus, je dirais pas romantiques, mais plus esthétiques, dans le sens où ça va être plus lent. Enfin, la scène dans la petite allée sombre, par exemple, est vraiment très très bien foutue, dans le sens où c'est avant tout une montée en tension, et une fois que la montée en tension est faite, c'est là que l'action débarque. Mm. Et toute la montée en tension est très très bien mise en scène parce que c'est pas uniquement il faut placer la situation avant de mettre de l'action, c'est vraiment il y a des petits travelling, il y a des mouvements de caméra, il y a des gestes qui sont pas anecdotiques, qui sont bien faits, il y a toute une construction en plus dans cette scène-là, sans trop en dire, qui révèle la puissance d'un personnage et la manière avec laquelle c'est fait, c'est vraiment vraiment très cool. Et ouais, je saurais pas comment dire, mais il y a vraiment. Enfin, il y a un plan qui était souvent montré dans les premières bandes annonces où Alita est en train de plonger au milieu de plein de tentacules de métal. Et en soi, cette séquence-là, elle peut sembler très anecdotique, mais la manière avec laquelle Robert Rodriguez la met en scène, c'est vraiment une scène qui a un impact sur le spectateur dans le sens où le mouvement est bien découpé, où il a une force sur nous, il a. Je sais pas, il y a vraiment un besoin de montrer comment le mouvement peut avoir une prolongation dans le caractère d'un personnage et va vraiment symboliser toute sa manière de concevoir le monde. Et dans le cas d'Alita, c'est vraiment, bah, s'il y a besoin d'y aller d'un coup de poing, bah, j'irai avec les poings. Mm. Et c'est... Bah, même t'as les scènes où elle est en face de son miroir, où elle fait, bon, je sais pas trop si c'est des katas de karaté ou Panzer du Counter, Taichi. Panzer Kunzer. Non, c'est quand elle est en face de son Ouais, miroir. Qui bah, fait c'est des- l'art martial, Oui, d'accord. le Panzer Kunzer. Où Ouais, elle fait c'est... des démos, quoi. Là, il n'y a pas de baston, tu vois, mais les chorégraphies sont géniales, tous les Ah, ouais, mouvements non. sont beaux. Mais là-dessus, ouais, il y a un vrai travail de complémentarité entre effets spéciaux et images réelles et Mm. prises de vue réelles, c'est impressionnant. Là, pour le coup, la motion capture et autour du personnage d'Alita est exceptionnelle. Enfin, il y a à aucun moment, moi, je me suis dit, il y a un truc qui marche pas. Mm. Et je pense que tu t'es dit la même chose, ce que tu me disais aussi, c'est hyper réel, c'est concret, quoi. Ouais. Il y a aucun moment où on se dit c'est du faux. Bah, c'est surtout, ouais, enfin, on voit direct que c'est une cyborg, elle a des yeux qui sont pas du tout pareils, voilà. Elle a Très critiqué d'ailleurs pendant la campagne promotionnelle du film, ça. Les yeux? Les yeux, ouais, Ouais. tout le monde trouvait que c'était genre, oh, il faut que ça fasse manga, donc on va lui faire des gros yeux. Bah, Bah après, bon, c'est lié aussi au... Voilà, Voilà, à l'adaptation, hein. Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'en même temps, quand les gros plans qu'on voit sur son visage, tu vois aussi la peau avec les impuretés de la peau, des choses en fait, voilà, on voit directement que c'est une cyborg, Ouais. et il y a beaucoup de choses qui nous font dire bah, qu'au fond, il y a beaucoup d'humanité aussi. Mm. Bah, d'ailleurs, Et ça fait très réel, quoi. L'un des premiers plans en plus sur elle, c'est un plan qui obnubile totalement le corps. Le premier vrai plan sur elle, c'est un plan de son visage et de ses yeux qui s'ouvrent. Ses yeux en plus qui sont hyper bien. Enfin, ils sont. La profondeur de la 3D en plus ajoute quelque chose de vraiment intense parce que c'est genre, tu vois les yeux qui s'ouvrent, t'es comme ça. Wow. Mm. Avec la pupille qui s'élargit. Ouais. En plus. Puis en plus, les premières scènes, elle est en civil, elle a un gilet, enfin tout ce qui est de plus normal et tout, donc ça nous plonge vraiment dedans, je trouve. Ouais, non, non, je pense que c'est à l'image de tout le film, c'est très original dans son design et dans le jeu qu'il y a avec les décors et tout ça. Enfin, ça fait très univers steampunk et vraiment influencé par beaucoup de choses. Et en même temps, on a envie de dire que Gunmi a énormément influencé la culture pop et la culture jeux vidéo des années 90 et 2000. Et il y a beaucoup de jeux, et je le citais d'ailleurs à Olivier, moi les créatures, entre guillemets, enfin les chasseurs de primes, ils me font beaucoup penser à certains méchants qu'il y a dans le jeu Bioshock. Et en même temps, je me suis dit, bah ouais, mais à la base, c'était Gunmi qui avait placé ça. Donc ça veut dire qu'en fait, Bioshock s'est certainement inspiré de cet univers-là. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment tout un découlement. Enfin, c'est comme je le disais dernièrement, il y a une espèce d'énorme racine qui est en train de se faire entre la création d'un manga qui est passé dans la culture pop et qui revient dans l'adaptation au cinéma. Et c'est génial, moi je trouve, de voir à quel point il y a ce découlement de l'héritage, entre guillemets. Bah ouais, mais c'est comme, tu vois, des films comme Alien, qui ont inspiré, mais tout, quoi. Enfin, Giger, celui qui a créé Alien, il a inspiré toute la science-fiction moderne. Oh que oui. Donc l'inspiration, au final,
c'est vraiment les bases qu'on a eues bien avant, et aujourd'hui tout est repris comme ça. L'inspiration inspire. Mhm. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Le casting. Sacré casting. Au-delà de Rose Salazar qui joue donc Alita, moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Christoph Waltz, qui est vraiment, enfin, il est hyper touchant, je trouve. Et Christoph Waltz a cette manière de jouer qui est très sincère. Enfin, cet acteur-là, il est vraiment capable de tout jouer, je pense. Tout joué, après je trouve pas que ce soit son meilleur rôle. C'est pas son meilleur rôle, mais c'est un de ses rôles les plus, les plus... On va dire qu'il a souvent tendance soit à jouer le méchant, soit à jouer le personnage un peu loufoque et décalé. Je citerai Inglourious Basterds ou Django Unchained, où il a clairement ces deux types de personnages. Et c'est ça, on Mais- a tellement l'habitude de le voir enfin, vraiment presque fou. quoi, Presque fou, oui. que du coup ça fait un peu bizarre. Hein. Mais c'est très agréable, moi je trouve. J'ai beaucoup aimé Mahershala Ali, qui a un personnage qui est vraiment puissant, même s'il est très secondaire. C'est comme Jennifer Garner Non, Jennifer Connelly, pardon. Jennifer Connelly qui est très en retrait, mais qui a un personnage qui est plutôt sympathique, sans plus. Comme Ed Skrein qui joue Zapan, le fameux chasseur de primes. Un petit peu lourdeau, mais juste lourdeau, ouais, en fait. Juste lourdeau. Totalement lourdeau, mais du ouais. coup ça rejoint ce que je disais sur les méchants tout à l'heure. C'est vraiment too much, mais au final on finit... C'est tellement trop que c'est bien, tu vois. Ouais. King Johnson, qui joue donc notre superbe Hugo, est pas trop mal. Moi, je trouve sans plus, mais il a la bonne gueule de l'emploi, dirons-nous. Il fait pas trop gueule de minet, et en même temps... Ah, disons que moi, globalement, sur le casting, je suis pas foncièrement emballé. Enfin, il n'y a rien, tu vois, c'est juste ce qu'il faut. Mais pour moi, il n'y a rien de particulier. Pour moi, il y en a une qui ressort vraiment du lot, c'est Rose Salazar. Je t'avoue que elle, je la trouve vraiment impressionnante, parce qu'elle habite littéralement le personnage d'Alita. Je sais bien qu'il y a la motion capture et qu'il faut se dire qu'il y a une difficulté en plus, que peu d'acteurs arrivent à maîtriser. Pour moi, le seul qui arrive à le maîtriser, c'est Andy Serkis, à l'heure actuelle. Aucun autre acteur arrive à vraiment maîtriser cette technologie. Mais je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Que là, elle livre vraiment une interprétation où elle est quand même vraiment investie par le personnage et où à la fin, on a une vraie émotion et une vraie puissance qui se crée durant certaines scènes. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Et il y a quelques petits morceaux comme ça, mais je pense que c'est elle qui tient vraiment le film. Si elle n'était pas là, je pense que le film n'aurait pas autant d'impact sur nous. Bah oui, c'est sûr, mais oui, après, pour elle, oui, je suis d'accord, mais même au niveau voilà, des émotions, même si c'est retranscrit comme ça, c'est... Non, franchement, c'est plutôt bon. Donc voilà, globalité. Mon cher Olivier, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur Alita Battle Angel. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qui fait l'essence de ce film? Qu'est-ce qui pour toi devrait donner envie aux gens de voir ce film? Bah, honnêtement, je trouve que bah, il y a beaucoup de choses en fait qu'on a vues dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'autres films, mais l'idée globale, je trouve qu'elle est quand même très originale. Et le film est magnifique, vraiment, il est très très beau, je trouve. Il y a des scènes que je garde en mémoire qui sont très belles, et l'histoire est sympathique, et franchement, ouais, non, il y a. Puis surtout au niveau techno, enfin. Comment dire Technologique. Voilà, technologique. C'est un peu bizarre comme mot, je trouve. Bah, au niveau, en termes de performance, enfin, c'est... Ouais, en termes de performance. Ouais, c'est vraiment un film qui est... Il est assez grandiose, quoi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je le trouve que c'est vraiment un bon, voire un très 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 bon divertissement. C'est clairement un gros cran en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Je vois certaines personnes le relier à Ready Player One. Je pense que c'est très différent de Ready Player One. C'est une toute autre manière de voir, entre guillemets, ce qu'on pourrait voir comme étant de la nostalgie, parce que là, c'est fait par un mec qui a écrit ça dans la période qu'on définit comme étant nostalgique. Donc, je pense que c'est un film de nostalgique, mais pas avec la nostalgie qu'on a souvent tendance à coller à ce genre de film. C'est un film qui est fait avec passion, c'est un film qui est fait clairement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour le spectateur en premier lieu, et au-delà de ça, pour l'œuvre de Kichiro, c'est évident. Et ouais, moi j'aime vraiment ce film, enfin je suis... Ouais. Mais vous voyez, on est tous les deux d'accord pour vous conseiller tout de même Alita Battle Angel de Robert Rodriguez, qui est, bah, je pense, on peut le dire, toi et moi, une sacrée surprise. Moi personnellement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi flamboyant et... Moi pareil, je suis une très bonne surprise parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bon, quoi. Ouais, ouais, on est d'accord là-dessus. Mm. C'est bien. Il faut continuer à faire des films comme ça. Mm.
Merci Olivier d'avoir participé à cette petite vidéo. Eh ben, merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Ça fait les deux opposés. Là, la prochaine fois, je sais pas ce que j'emmènerai voir Olivier. Un drame qui vient du Kaboulistan, j'en sais rien. Peut-être un film d'horreur espagnol. Ou un film d'horreur gore. espagnol. Ouais, on essaiera. On va essayer. Défi lancé, on va essayer. D'ici là, on va tout de même dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, surtout quand ils nous surprennent. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus. Au revoir. Bah, trop tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et à la fin, il y a Edward Norton dans le film.